Bon samedi matin tout le monde, c'est Marie-Hélène Maltais qui se connecte pour à peu près la prochaine heure, peut-être un petit peu plus, un petit peu moins. On va voir comment ça va. Ce matin, j'avais envie de faire une édition un peu dans le style du Métajournal avec une revue un peu de l'actualité de la semaine. Mais pas en tant que vraiment là, revue systématique de tout ce qui s'est passé cette semaine. Non, plus des choses qui ont attiré mon attention, dont j'avais envie de vous parler. Puis là, ça s'était accumulé. Donc, ça justifiait un peu là, que je fasse une édition week-end de ce qui est pour le moment le rendez-vous, mais c'est un peu un méta-journal aujourd'hui que je vais vous proposer. Puis, avant de commencer, je voulais vous dire qu'éventuellement, une chose que j'aimerais faire, c'est peut-être de faire un top 10 des, des bugs mystérieux qui peuvent se passer au niveau informatique, hein. Je vous avais dit, entre autres, que le nom dans Zoom, il avait rapetissé. En tout cas, pour moi, quand je le voyais affiché sur YouTube, c'était tout petit. Puis là, récemment, il est redevenu gros. Alors, il y a eu des petites manipulations de ce côté-là. Alors, je voulais faire un peu mon top 10 tous les petits mystères informatiques là, qui pourraient se passer dans une journée. Bug bizarre ou ma langue au chat, je sais pas trop comment je vais appeler ça, mais peut-être un petit segment là, hebdo pour parler des petits problèmes informatiques parce que je dirais que depuis 5 ans, je vis beaucoup, moi personnellement, d'opacité avec les systèmes informatiques. Je sais pas si c'est la même chose pour vous, mais c'est pas juste en informatique qu'on a de l'opacité. On en a de plus en plus de l'opacité. Je me demande si c'est ce qui fait partie de ce fameux nouvel ordre mondial dont nous parlent maintenant les médias et Mark Carney, comme s'il s'agissait de la pandémie de COVID-19. Et avant d'aller plus loin, je voulais partager mon écran, puis aussi vous dire que... Hop, là, je suis pas sur la bonne page, par exemple. C'est pas grave, je vais la changer, mais c'est juste que j'aurais aimé ça commencer sur la bonne page. Et là, on va garder la petite imagette comme ça va être simple. L'autre fois, j'avais réussi à la grossir un petit peu. Oups. Attendez, je fais des petites manipulations, là. Je voulais pas... Oups, 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 oups. Stop share. Je vais recommencer parce que là, ça va être... Bon, là, on recommence. Stop share. Share. OK. Bon, on va y aller comme ça pour le moment. Alors, je voulais reconnaître qu'on était sur le territoire du Nitassinan, qui a été occupé depuis 5000 ans par la communauté des Pequaka Mulnwatch. Et ce matin, je voulais vous dire, je voulais vous parler en fait de ce média qui s'appelle l'Actualité des Nations, que je découvre ce matin, que je connaissais pas. Et puis, je voulais vous dire que si vous voulez avoir des nouvelles de la part des Autochtones, ça peut être une source qui est intéressante. Puis, notamment, excusez, j'ai une barre d'outils là, qui apparaît un peu au mauvais endroit, au mauvais moment. Je vais essayer de la tasser. Donc ici en haut, vous voyez les thèmes qui sont abordés. Vous avez les actualités aussi par communauté. Hein, donc, ça peut vraiment être intéressant. Puis, vous avez les emplois aussi et le journal pour la publicité, bon, etc. Alors, j'avais pas une nouvelle en particulier à vous communiquer ce matin parce qu'il me semble que j'ai vu quelque chose qui m'avait touché beaucoup cette semaine, mais j'ai pas pris une capture d'écran puis j'ai pas pris des notes. Fait que dans ce temps-là, des fois, j'oublie. Mais je trouvais que ça valait la peine là, de vous présenter ce média qu'on peut télécharger là, en ligne, notamment, là, qui semble être présenté peut-être de façon bimensuelle, pas bimensuelle, mais une fois aux 2 mois. Et voilà. C'est un journal qui est dédié aux Premières Nations, qui offre des chroniques sur différents sujets, qui est disponible en ligne. Puis, on parle, entre autres, dans cette édition, de se loger, hein, qui est un combat quotidien aussi pour les gens des Premières Nations. Et je ne peux que être, comment dire, solidaire, c'est le cas de le dire, avec ces gens-là. Voilà. Et pour faire suite à ce sujet concernant les Autochtones, je voulais vous parler d'un petit mot sur la crise de l'itinérance dont on dit qu'elle atteint un niveau sans précédent.
Bon, alors cette semaine, j'ai écrit un texte, OK, qui disait, ben, je suis tannée du blablabla parce que c'est toujours la même chose avec les médias, les politiciens, les gens d'affaires, les gens des milieux universitaires. On dit ceci, on dit cela, mais 6 ans plus tard, on dit encore les mêmes affaires. Alors là, c'est un peu l'esprit, c'est que ça fait comme plusieurs années qu'on dit que ça empire depuis la pandémie à chaque année, puis ça devient de pire en pire, puis là on le sait que ça devient de pire en pire, mais on continue à dire que ça devient de pire en pire. Puis finalement, on fait pas grand-chose, on fait pas de grand-chose de plus. Hein. Là, on a proposé de faire un sommet, mais je l'ai dit la semaine passée, ni Québec solidaire, ni le PQ ne parlent de la protection des personnes vulnérables dans leur manifeste pour le Québec et le Livre bleu respectivement. Donc, c'est vraiment pathétique, là. On croirait en fait qu'on veut éliminer les itinérants avant un prochain référendum parce que justement, ils sont rendus trop problématiques, ils nous coûtent trop cher. Donc, il y a comme un discours qui est de dire qu'on veut les aider, qu'on veut faire quelque chose, mais il y a comme un sous-discours qui dit dans le fond qu'on va les laisser mourir ou même on va les aider à mourir parce qu'on parle beaucoup de l'aide médicale à mourir pour les gens, bon, XY, tout ça. Donc, ça devient un peu presque une incitation au suicide indirectement. De permettre l'aide médicale à mourir pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Ça a été repoussé, ça va être débattu, mais ça commence à être grave là, quand on dit que des gens qui auraient certains diagnostics pourraient comme ça se suicider, hein, utiliser l'aide médicale à mourir pour une raison ou pour une autre. Et puis, moi, depuis lundi, mardi, en tout cas, j'ai des problèmes d'eau. Puis je l'ai manifesté à la ville, je vous en ai parlé. Et je n'ai pas de retour. Je n'ai pas de retour. Je n'ai pas d'accusé-réception ni du maire, ni de la conseillère de district, ni des gens du provincial que j'ai contactés pour dire, OK, on prend acte de cette situation, puis on va faire quelque chose. Non, on n'a pas de communication directe. On n'a pas de communication officielle. Non, on fait les choses de façon officieuse, c'est-à-dire de façon mafieuse. De façon mafieuse, en pointant du doigt indirectement, en intimidant indirectement, sans être capable de parler clairement des choses, de les nommer clairement les choses. Alors, ça fait plusieurs mois qu'on a des problèmes intermittents d'eau au Saguenay. Si je me souviens bien, ça a commencé pour ma part à l'automne, quand j'avais mon cours d'intervention collective. Je me rappelle, on a eu un problème d'eau à bouillir, etc. Puis depuis ce temps-là, ça fait bien 2, 3, 4 fois que ça arrive. Et là, moi, j'ai failli être malade cette semaine. Finalement, le lendemain, ça a été moins pire, mais j'ai pas bu d'eau depuis plusieurs jours. Et est-ce que c'est un problème qui est généralisé ou c'est juste moi qui ai le problème en ce moment? Parce que si c'est juste moi qui ai le problème, on va dire c'est juste les itinérants qui ont le problème. Puis donc, on va les laisser mourir parce que c'est pas grave, c'est juste les itinérants. Est-ce que la ville est impliquée là-dedans ou est-ce que la ville est juste négligente là-dedans? C'est quoi exactement qui se passe dans la situation pour faire en sorte que on n'est plus capable d'avoir de l'eau potable à Chicoutimi? On n'est pas dans le fond d'un rang là, obscur où il n'y a pas d'eau puis d'électricité là. On n'est pas dans un chalet dans le bois, c'est la côte nord. Donc normalement, on serait supposé d'avoir de l'eau. Alors ça, c'est la première chose. Et là, je l'avais mis en dernier parce que je voulais terminer là-dessus, mais j'aime autant le mettre au début pour dire que ça commence à être préoccupant ce qui se passe. Puis j'en ai vu personnellement des tentatives de tuer des itinérants par des gens dans les organismes à Toronto, d'empoisonner la nourriture, des choses comme ça. Je suis pas la première qui parle de ces choses-là. OK, alors qu'est-ce qui se passe exactement? Le crime organisé est infiltré dans tout ça, puis c'est le crime organisé qui gère la ville de Chicoutimi en ce moment. Moi, c'est même que je comprends ça. C'est même que je comprends ça parce que les élus nous parlent de façon mafieuse. Les élus sont pas capables de s'adresser à nous d'une façon décente, d'une façon normale. Puis quand on va les interroger au conseil de ville, ils disent, je sais pas c'est quoi. Puis quand on a écrit des courriels, ils nous répondent pas, ils accusent pas réception. Comme ça, ils peuvent dire, j'étais pas au courant, j'ai pas lu le courriel. Mais là, je suis pas la seule citoyenne qui est pas contente. J'ai pas mis ça dans mon méta-journal.
Mais on va aller chercher mécontent Saguenay citoyen. Je sais pas si je vais le trouver, là, parce que je l'avais pas préparé. Il y avait des citoyens qui étaient en colère. Je vais écrire le quotidien, voir, OK, de ce qui se passe à Saguenay, notamment concernant l'état des routes. Les gens sont tannés. OK, un citoyen dénonce les rues bourrées de trous à Saguenay. Non, mais ça fait des semaines que j'en parle aussi de ça. J'avais même fait une vidéo sur Bégin, c'est l'enfer. À la Terrière, dans Saint-Henri, c'était l'enfer. Là, il paraît que ben, je sais pas s'ils ont commencé à le réparer, mais ils vont réparer. Je donne des exemples comme ça au hasard, mais vraiment, sérieusement, c'est quand même assez l'enfer, là. C'est quand même assez l'enfer. Là, on est en 18-23. Le quotidien, route. Bon. Les citoyens en ont ras-le-bol de l'état des routes. OK, c'est l'article en question. OK, par Caroline Labrie du quotidien. OK, les rues, les routes, les boulevards, les conseillers municipaux de Saguenay ont eu droit à plusieurs critiques sur l'état du réseau routier et la gestion de la vitesse mardi à la séance mensuelle. Bon, je suis pas allée à la séance municipale. J'aurais dû y aller. J'aurais dû y aller pour écouter parce que moi, j'ai dit ce que j'avais à dire plusieurs fois. Mais moi, à un moment donné, quand j'ai dit ce que j'avais à dire, à un moment donné, il faut que il se passe de quoi? Il faut que ça change. Je répéterai pas les mêmes affaires pendant 10 ans. Je répéterai pas les mêmes affaires pendant 10 ans. Alors, à un moment donné, il faut graduer les interventions. Puis moi, j'ai gradué les interventions avec la ville, concernant notamment le chantier du Muret. Alors, ben, pendant que la ville s'occupe de faire des chantiers qui sont inutiles pendant des jours et des semaines, ben, elle n'est pas en train de patcher ses trous. Elle n'est pas en train de s'occuper de sa vitesse. Et là, ce que j'ai compris, c'est que ben, récemment, sur Bégin, il y a l'asphalte qui a été refaite, puis ça faisait plusieurs semaines, plusieurs mois, en fait, qu'il y avait là un bout de rue qui était délabré. Puis, je me demandais si c'était pas voulu de la part de la ville de laisser ça comme ça pour ralentir la circulation. Parce que ce que j'ai appris dans un ancien conseil de ville, la dernière fois ou l'avant-dernière fois, là, en mars, en mai ou dans ces coins-là, c'est que on faisait plus d'eau d'âne à Saguenay. On faisait plus d'eau d'âne à Saguenay. Fait que comme on fait plus d'eau d'âne à Saguenay, ben on est permis de laisser les routes toutes délabrées puis avec des cônes. Ça, c'est la nouvelle stratégie pour ralentir le trafic. Puis sur Joliette en haut, il y en a un de ce même genre-là aussi dans le secteur d'une école. Bon, il y a peut-être là un cas d'été ou une garderie cet été, ils ont décidé qu'ils défaisaient l'asphalte, puis là, ils mettent des cônes, puis ça a l'air délabré. Alors, je sais pas si ça, c'est la solution pour ralentir le trafic, mais je m'étais fait mon hypothèse. Je me suis dit, après moi, c'est à cause de l'école, puis quand l'école va finir, ils vont refaire l'asphalte. C'est ça qui est arrivé. Mais est-ce qu'ils vont refaire l'asphalte en septembre quand les jeunes vont recommencer l'école? Je sais pas. À Félix-Antoine Savard, si je me trompe pas, cette école-là. OK, alors bon, on dit que le maire Luc Boivin, il a vu venir le coup. OK? On a mandaté nos services pour faire plus de réparations que planifié, blablabla. Blablabla, 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 blablabla. Les dernières fois, je suis allée au conseil de ville, blablabla, blablabla. C'est comme toutes des formalités qui sont là pour montrer qu'on a un système, mais en arrière de ça, il se passe quoi? Ben, comme je vous dis, c'est pas le conseil municipal qui contrôle la ville Saguenay. La ville Saguenay n'a pas beaucoup de pouvoir en ce moment, à mon avis. C'est ce que je pense de la situation. Et parlant de la région, parce qu'on est parti dans les nouvelles régionales, il y avait Richard Martel cette semaine qui quittait, qui a été nommé sénateur. Ici, on le voit, la fameuse fête du Canada avec son drapeau du Canada. Et là, c'est ça, Monsieur Carney l'a spoté pour devenir sénateur. Bon, il y avait un autre article qui disait que Mark Carney était un fin stratège. Hein? Peut-être un fin stratège. C'est notre ami Stéphane Bégin du quotidien qui nous disait ça le 9 juillet. Et c'est bizarre un peu quand je vous parlais des mystérieux bugs informatiques, parce qu'il y avait un autre article dans Le Devoir qui disait Carney place ses pions avant un sommet de l'OTAN sous haute tension. Alors, on sait que le premier ministre canadien était en Turquie cette semaine. J'ai pas suivi ça de proche. J'ai regardé passer un peu sur le fil, là, les fils, là, Google, Facebook et compagnie, mais je suis pas allée lire des articles là-dessus. OK? Mais il y avait un article qui disait Carney place ses pions. Et le lendemain, je suis allée voir le fil Google. Je ne vais pas tous les jours voir le fil Google, j'y vais de temps en temps. Puis là, ça a donné que je suis allée, puis on disait dans le fil Google, Carney place ses pions dans le quotidien. OK? Puis là, j'ai fait autre chose. Puis après, je suis allée rechercher l'article Carney place ses pions dans le quotidien. J'ai jamais trouvé cet article-là. OK? J'ai trouvé cet article-là du Devoir, puis c'était clairement pas la même chose parce que le titre que j'avais lu
C'était juste Carney place ses pions. Alors, cet article-là existe-t-il ou il s'est passé de quoi alors à l'informatique? Parce que j'essaie de prendre des captures, mais je peux pas prendre des captures puis des preuves de tout. Hein, je peux pas être tout le temps une police. Je peux pas être tout le temps de police. Parlant de police, on va aller chercher l'article ici de la DPJ, OK, du Nouvelliste, quand la DPJ tente de mettre en boîte le tribunal. Alors ici, encore un article qui montre là, comment la DPJ fraude de toutes les manières possibles le système là, pour favoriser des adoptions puis des séparations d'enfants avec leur famille. Et ici, on raconte des choses assez impossibles, là. Bon, on dit, dans un cas, le directeur avait choisi son plan, qu'il avait maintenu le plan malgré l'évolution positive de la situation avec la mère, puis il a tenté de cacher au tribunal les informations défavorables à son orientation, qui était, dans le fond, de placer l'enfant. Son comportement a clairement lésé les droits de l'enfant. OK, donc c'était la situation là, dont on parlait ici. OK, qu'un rapport avait été grandement modifié par deux gestionnaires à l'insu de l'intervenant. Mais on dit aussi que parfois, c'est les intervenants qui orientent les faits, OK, dans le sens de leur conclusion. OK, qu'il y a des gens qui mentent, qui essaient de mettre les parents en boîte, OK, qu'il y a des subterfuges. Bon, c'est les mêmes histoires qui se passent toujours avec la DPJ. C'est ce que j'ai écrit dans mon message au directeur du département de travail social quand je suis partie. J'ai dit bonne chance avec la DPJ. Moi, je me mêle pas de ça. Le bordel est poigné là-dedans. C'est la gangrène à la DPJ. C'est la gangrène. C'est pas pour rien qu'on est rendu en crise de l'itinérance. Hein, je vous rappelle la crise de l'itinérance qui atteint des sommets sans précédent. OK, c'est là qu'on est rendu dans notre société. Les gens qui ont vécu des problèmes en étant dans les DPJ, c'est les mêmes qui se font bourrer quand ils sont en situation d'itinérance. C'est les mêmes qui se font dire, encore une fois, les mêmes lieux communs, les mêmes clichés, la même stigmatisation, OK, que j'ai vu dans cet article-là, quelque part, là, je sais plus où, mais on dit toujours la même chose, hein, que la plupart des sans-abri vivent avec des troubles de santé mentale. Hein, comme si les gens dans la société en ce moment étaient normales. Moi, j'en vois des choses à chaque jour qui me posent énormément de questions sur la santé mentale en général de la population, notamment de nos élus, qui semblent voir des papillons puis des lucioles partout. OK, donc il n'y a pas juste les itinérants là, qui ont des problèmes de santé mentale. À mon avis, c'est les gens les plus sains d'esprit de la population. C'est ce que j'ai compris quand je les ai rencontrés, quand je les ai connus. Donc, j'en reviens à mon article de la DPJ. OK, on dit que la DPJ prive de fournir des informations complètes. On donne d'autres exemples aussi, là. Par exemple, une enquête qui avait été publiée dans la presse l'an dernier ou dans une conversation écrite entre deux intervenantes déposant en preuve, on disait, je sais exactement comment on devrait orienter notre évaluation, puis je sais comment obtenir les preuves dont nous avons besoin. Alors, on dit qu'il y a un manque de transparence, OK, à plusieurs endroits dans l'article, on dit qu'il y a un manque de transparence. Puis là, dans ce cas-ci, le rapport a été acheminé directement à Leslie Hill, la boss de la DPJ. La boss de la DPJ. Là, pourquoi je vous parlais de ça? C'est qu'à la fin, mon humble suggestion de Mylène Moisan, que je déteste pas, par exemple, dans le Soleil, je pense que c'est paru ça. OK, qui dit, le truc, dans le fond, c'est de faire de l'espionnage, c'est de faire de la surveillance. Le truc, c'est que tous les échanges des intervenants soient enregistrés, que les visites soient filmées pour qu'on puisse y référer en cas de litige, pour que les tribunaux aient accès à la matière première, à ce qui s'est vraiment dit. Ça va de soi quand on appelle dans n'importe quel service à la clientèle, ça devrait être pareil à la DPJ. Je suis pas en tant que tel contre sa suggestion, mais c'est juste qu'on est rendu que tout est filmé, tout est enregistré, tout le monde est surveillé. Alors, à un moment donné, est-ce que vous voulez vivre dans une société de surveillance où tout est surveillé ou vous voulez vivre dans une société de confiance? Bon, là, en ce moment, il n'y en a plus de confiance. Moi, il n'y en a plus de confiance, donc je suis pas totalement contre sa suggestion de filmer les visites, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'informations confidentielles. Comment ça peut être récupéré? À partir du moment où tu mets de la surveillance, tu mets des caméras, tu mets des ci, tu mets des enregistrements, tu mets de l'IA, tu mets ci, tu ouvres grand la porte que les Américains, dans 2 minutes, vont venir gérer à DPJ, là. Ça va-tu être mieux ou ça va être pire? Bon, je sais pas trop quoi penser de ça pour le moment. OK, alors on va fermer aussi le clapet pour l'instant au soleil. OK, la crise d'itinérance, Richard Martel. Carney place ses pions. On va y revenir de ça.
OK, on va y revenir même là, justement. OK, donc, on a parlé de la région, je suis allée vers la DPJ, OK, au soleil à Québec, mais là, je reviens un peu à la région pour parler de Mark Carney. Cette semaine, vous seriez surpris, je sais pas si je pourrais vous le montrer parce que j'ai réussi à le prendre en capture d'écran. Il y avait des reels de Mark Carney qui nous faisaient des clins d'œil. Je sais pas si vous avez vu ça. Je sais pas si vous avez vu ça sur Internet. Mais il y avait un reel de Mark Carney qui nous faisait des clins d'œil, comme ça. Bon, il est très charmant, Mark Carney. Mais très intelligent, ce gars-là. Il est très stratège aussi. Alors là, il parlait de placer ses pions, comme je vous dis, à l'OTAN. Mais, comme je vous dis, moi, j'ai vu un type qui disait placer ses pions à Chicoutimi. J'hallucine pas, moi, dans la vie, là. Je vous le dis tout de suite, j'hallucine pas. OK, alors, il y avait bien un article, OK, qui disait ben, que Mark Carney était un fin stratège parce qu'il a recruté Richard Martel au Sénat. Et là, ben, on va déclencher une partielle dans Chicoutimi-Le-Fjord. Et ben, on a pressenti deux candidats pour le moment pour les libéraux. On parle d'André Laforêt, quand même pas la dernière des pointures. Mais là, ben, c'est sûr qu'on a des doutes par rapport à Mme Laforêt parce qu'elle a perdu ses élections contre le maire Boivin. Euh, Luc, de son prénom, qui est bien kick Kodak aussi, comme elle. Hein. On a beaucoup de kick Kodak au Saguenay qui aiment ça se voir en photo, mais qui, quand c'est le temps de s'occuper de le dossier, s'en occupent pas nécessairement. Laissez ça aux médias, laissez ça aux journalistes, faites du kick Kodak. Les politiciens, occupez-vous de vos dossiers, travaillez dans vos bureaux, soyez un peu avec voyons, les citoyens. OK, alors là, on dit, ben, Madame Laforêt, elle, ça se pourrait qu'elle se présente, mais on parlait aussi de Daniel Gobeil, le président des producteurs de lait du Québec. OK, donc on ne sait pas exactement qui va se présenter, mais on aura des élections encore dans Chicoutimi. Alors, encore de la partielle, encore de l'attention dans Chicoutimi. On a eu beaucoup d'attention dans Chicoutimi quand Marie-Caroline Laflamme, elle a gagné ses élections, mais quand c'était la partielle au mois de février, janvier, février, après Noël. OK? Puis là, on va avoir une autre partielle, mais fédérale. OK? Fait qu'on va avoir encore toute l'attention détournée sur nous. Pendant ce temps-là, quoi? À Ottawa, ils font ce qu'ils veulent. Hein? À Ottawa, ils font ce qu'ils veulent. OK? Alors là, ben, Mark Carney il met tellement d'attention sur nous cette semaine qu'il nous a republié sur sa page Facebook. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu. Je sais pas si c'est vous. OK? Que le taux de chômage a reculé à 6,5% en juin. Mais là, d'ailleurs, j'oublie tout le temps d'aller voir dans le Star. Parce que je suis abonné maintenant au Star pour 6 mois. OK, on va marquer unemployment rate. Unemployment, unemployment rate. OK? Alors, Canada's unemployment rate drops to 6,5% in June. Ah, alors, c'était dans Radio-Canada en anglais aussi, dans CBC. Ça devrait être dans les journaux de la Colombie-Britannique jusqu'à Fredericton, jusqu'au Nouveau-Brunswick. Pardon, en Nouvelle-Écosse, jusqu'à Terre-Neuve. Mais non, le premier ministre Carney a décidé de publier l'article qui avait été publié dans le quotidien. Hein, parce qu'il y a beaucoup, 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 sûrement de choses hein, dans le quotidien qui sont pertinentes, comme de voir ben, le gars de la construction qui tient ben, en fait ses affaires comme un fusil. Hein, on le voit un peu ici, ça ressemble à un fusil la manière que c'est présenté. Mais bon, ça n'a pas rapport avec le sujet, mais c'est pour dire que ben, le premier ministre Carney, lui, c'est cet article-là qu'il a décidé de publier. Pas l'article du Toronto Star, pas l'article du CBC, pas l'article de je sais pas quel quotidien à Vancouver, mais non, l'article du quotidien de Chicoutimi. Alors, c'est pour montrer à quel point ben, il y a à cœur notre région, à quel point il trouve qu'on est beau, qu'on est fin, qu'on est incompétent, hein, puis qui veut que l'économie soit forte. Hein? Canada strong, à Chicoutimi. Canada strong. Alors, on va voir le ministre Carney qui va venir se mêler de nos affaires avec la partielle, puis qui va essayer de venir trafiquer tout ce qui se passe ici à Chicoutimi, venir se mêler de nos affaires. Il y a beaucoup, beaucoup d'attention sur Chicoutimi en ce moment, au provincial puis au fédéral. Alors, on va voir ce qui va se passer, puis on aura sûrement d'autres choses à dire là-dessus, là. Parce que je trouve ça un peu hypocrite de leur part. Puis, bah, c'est sûr que des gens soulevaient je pense que c'est Yves-François Blanchette qui traitait le premier ministre d'hypocrite cette semaine avec justement son voyage en Turquie. Yves-François Blanchette,
Je l'adore vraiment, Yves-François Blanchette. J'en parle pas assez de lui. Mais justement, il fait tellement bien sa job. Il n'y a jamais rien à dire contre lui. Il n'y a jamais rien à dire. Il est comme pas low profile, mais il fait ce qu'il a à faire. Puis il est vraiment. Je l'adore. Je l'adore vraiment beaucoup. Bon, je sais plus si c'était cet article-là en particulier, si c'était ce post-là. Bon, où il parlait en fait de l'hypocrisie, c'est ça, de Mark Carney. De l'hypocrisie de Mark Carney. Et j'ai commenté qu'effectivement, ben, il semblait de plus en plus, ben, il semblait un peu hypocrite parfois, le premier ministre Carney. Puis, ben, il y a beaucoup de gens qui ont liké mon commentaire. Excusez, je lis, c'est pour ça que je suis silencieuse, là. Bon, je sais pas si ça venait de lui, en fait, ou si ça venait de moi, mais en tout cas, c'était sous un post de François Blanchette que tout ça s'est produit. Que tout ça s'est produit. Alors, Canada Strong, à Chicoutimi, imaginez-vous, un berceau de l'indépendance du Québec. On essaie de nous voler. On essaie de nous voler. Mais, comme je vous dis, l'indépendance, à quel prix? On parle même pas un mot des protections des plus vulnérables dans le livre bleu. Bon. Bon, maintenant, je me demande si, ben, en bon catholique, hein, le premier ministre Carney ben, veut en fait la souveraineté plus que pour Saint-Pierre Plamondon. Je l'ai dit depuis le début. Hein, il nous donne les mots. Hein, il nous met les mots dans la bouche. Il nous met les mots dans la bouche. Est-ce qu'on est à la table ou est-ce qu'on est au menu? Alors, on veut être à la table. Je peux pas croire qu'il dit des affaires de même sans savoir ce que ça peut avoir comme impact politique, là. Moi, à mon avis, Mark Carney, c'est un souverainiste. C'est ce que je pense pour l'instant. Voilà. Et ben, parlant du taux de chômage qui a reculé, ben, il y a aussi les candidatures pour la fonction publique fédérale qui ont reculé de 29%. Alors ici, je regardais un peu rapidement les explications. OK, on dit qu'il y a 2 ans, on comptait plus d'1 million de candidatures pour travailler au sein de la fonction fédérale, mais entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2026, ce chiffre a chuté de près de 30%, passé sous la barre des 735 000. OK, on dit que le nombre d'offres a baissé. OK, qu'il y a 52% moins de promotions. Que le gouvernement libéral s'est engagé à réduire les effectifs de la fonction publique d'environ 40 000 personnes d'ici avril 2029. OK, alors rappelez-vous que PSPP il place ses pions aussi. Ça fait longtemps qu'il dit que si on est indépendant, il y en aura plus de gens à la fonction publique fédérale. OK, puis là, ben, les libéraux, ils ont l'air à dire, OK, c'est ça qui va se passer. On l'a fait, la souveraineté. Bon, il nous aide. Il nous aide. C'est ça que je comprends dans cette situation-là. Un petit mot pour rapport, pas en tout avec le sujet précédent, OK, sur l'Université Laval qui va perdre sa clinique médicale. Un article encore du Soleil par Olivier Véraud, OK, qui nous dit d'entrée de jeu. Bon, je sais pas si c'est un mauvais article d'un mauvais journaliste ou si c'est vraiment la situation qui justifiait de. J'ai pas trop réfléchi à comment ça avait été présenté, mais à mon avis, moi, je pourrais dire pas qu'il y a anguille sous roche, mais on nous dit que financièrement, c'était plus viable de faire survivre la clinique à l'Université Laval. Depuis quand qu'une clinique c'est supposé d'être viable financièrement? C'est-tu une entreprise, une clinique? Là, on dit le modèle sur lequel on opère est très ancien, ce qui nous empêchait d'obtenir des subventions. Ben, t'as juste à changer ton modèle. T'as juste à renouveler ton modèle. Non, moi, déjà, dès le début, je dis ça marche pas leur affaire. Ils veulent avoir une clinique viable. Ils n'ont pas de clinique viable, puis leur modèle n'est pas à jour. Mais mettez-la à jour, votre modèle. Je comprends pas. Là, ils ont fermé ça. Ils veulent faire une nouvelle initiative qui va contribuer à la formation des étudiants dans le domaine de la santé. Mais on sait pas trop c'est quoi. Une clinique qui soignait je sais pas combien d'employés puis d'étudiants depuis 29 ans. Imaginez-vous. OK, ça aidait énormément d'étudiants internationaux. J'essaie de trouver le chiffre parce que des fois je vois vite puis je me regarde après dans mes quand je publie mes affaires, je réécoute. Puis des fois je vois que je cherche les choses rapidement puis je vous parle en même temps, hein. Fait qu'après je les vois quand je fais juste écouter, je regarde puis je me dis ouais, c'était dans ma face puis je l'ai pas vu. OK, alors on dit qu'on a un effectif réduit. C'était facile d'accès, comprenez-vous là? C'est quand même sérieux cette affaire-là. Je sais pas pourquoi je le trouve plus. Je l'ai lu ce matin, combien qui servait de personnes.
Je l'ai vu un matin. Je vous mens pas. La clinique n'est pas capable d'être compétitive sur le marché. Mais de quoi, de quoi qu'on parle un matin? En tout cas, bon, j'ai pas le chiffre, mais je suis pas mal sûre que je l'ai vu, là. On dirait que j'hallucine des papillons aussi, puis des lucioles. On va me mettre dans le clan des gens qui hallucinent des papillons, puis des oiseaux, puis des corneilles, puis des lucioles. L'avez-vous vu depuis tantôt que je cherche comme une idiote? Les cliniques opèrent un effectif réduit, nos demandes, plusieurs instituts internationaux, et constituent un point de service, et consultations coûteuses. Consulter, facile d'accès, patati, patata, patata, l'initiative, c'est pourquoi nous pouvons confirmer. Bon, j'ai pas vu. C'est quand même une grosse affaire. C'est quand même une grosse affaire. Bon, pardon. Donc, je ferme ça, je retourne à la page Facebook, je retourne à ma page Facebook, j'enlève ça ici, découvert que je pouvais faire ça. OK, je voulais vous parler de cette personne-là aussi qui semble voir des papillons puis des lucioles. OK, qui semble vraiment voir des papillons puis des lucioles. OK, qui nous parle ce matin, Sophie Morin, thérapeute à Saint-Jean-sur-Richelieu. OK, elle nous explique, en fait, elle nous parle de sexualité ce matin. Elle nous dit elle nous demande, est-ce que vous accueillez le désir sexuel comme une mère ou comme une blonde? Dans le fond, ce qu'elle nous dit, en gros, c'est que le désir sexuel, c'est pas un besoin, que c'est un désir. Puis, si on reçoit ce désir-là comme un besoin, on se place dans une posture parentale, puis là, ça devient incestueux, notre relation avec notre conjoint, parce que le désir, c'est pas un besoin, c'est supposé d'être, justement, un désir. Ok, j'étais un peu perplexe par rapport à son propos. Alors, j'ai écrit un commentaire. Là, on le voit pas, mon commentaire. J'ai écrit un commentaire là-dessus qui disait deux choses. D'abord, il y a des hommes, OK, est-ce qu'elle parle des femmes en réalité? Est-ce que tu te places en mère pour recevoir le désir de ton conjoint? Ou tu te places en blonde? OK, mais il y a des hommes qui se placent en enfant aussi, il faut pas oublier ça. Il y a des hommes qui se placent en enfant, c'est-à-dire que leur besoin sexuel, c'est une urgence immédiate qu'il faut combler, puis c'est un impératif, c'est un caprice, leur sexualité. OK, alors il y a des hommes qui se placent en enfant. Ça, c'est une chose. L'autre chose aussi, c'est euh, bah, qui elle est dans le fond? Je vais terminer sur cette réflexion-là ce matin. Qui elle est, Sophie Morin, thérapeute, pour dire que le désir sexuel, c'est pas un besoin? Moi, j'ai 49 ans, OK? Bientôt 48 ans. OK, ça fait crissement longtemps que je me pose cette question-là. Le désir sexuel, c'est ça un besoin ou c'est comme un désir? Quand j'ai envie de sexe, est-ce que c'est comme faire caca ou manger ou c'est plus comme manger une crème glacée? Hein? Comme Marie-Caroline Laflamme qui mange sa crème glacée en voyant des papillons aussi, OK? Au lieu de s'occuper du problème de l'eau. OK? Elle nous pointe des lucioles puis des papillons. OK, mais est-ce que, effectivement, c'est une crème glacée ou c'est une carotte? Comprenez-vous ce que je veux dire? Est-ce qu'on en a besoin, la sexualité? Il y a sûrement un aspect biologique de reproduction qui rend ça comme impératif. Mais moi, j'ai pas les réponses à ça. Mais elle, OK, visiblement, Sophie Morin, thérapeute, elle a les réponses à ça. Elle connaît ça, la sexualité, parce qu'elle est thérapeute. Et là, quand on va voir un peu sa page Facebook, ça nous ramène au fameux débat hein, qu'on avait plus tôt la semaine passée, si je me trompe pas, ou cette semaine, sur Clic Santé qui suspend la prise de rendez-vous avec des thérapeutes en relation d'aide. On comprend qu'elle est dans cette clique-là. Alors là, quand Facebook me suggère ça ce matin, Facebook, hein, par l'entremise des SS, veut me faire prendre conscience de quoi? Par l'entremise des IA. OK, des IA. Veut me faire prendre conscience de quoi? Qu'il y a des thérapeutes, OK, qui se posent en parents. Parce qu'au fond, c'est ça qu'elle fait, elle. En fait, c'est ça qu'elle fait. Elle se pose en mère, OK, de ma sexualité un matin, pour venir me dire finalement, bah, comment vivre ma sexualité? Comment vivre mon désir? Alors, est-ce elle se pose pas en position incestueuse elle-même par rapport au public? Et là, je voulais en revenir à ce que j'ai mentionné cette semaine.
concernant Patrick Lagacé et les experts et Martin Drainville. OK, il y avait deux articles. Il y avait celui de Patrick Lagacé qui disait Lâchez-moi les experts. Mais on parlait encore une fois de Bernard Drainville. On va parler expert Drainville. Il y avait un autre article. Bon, je l'ai pris en capture, mais je ne sais pas si je vais le trouver. Un peu tanné des experts. OK, il y en avait plusieurs des articles là, là-dessus. Je sais pas si c'était lui ou un autre, mais en tout cas, il y en avait plusieurs cette semaine qui parlaient des experts en lien avec le troisième lien. Lâchez-moi les experts. OK, il y a comme un débat de société à avoir là-dessus, parce qu'effectivement, le gros bon sens, ça n'a pas de prix. Le gros bon sens, monsieur, madame, tout le monde, le gros bon sens, faire la part des choses, utiliser son jugement, son intuition. Il y a un problème en ce moment avec l'expertise, c'est que, par exemple, au niveau médical, parce que j'ai réfléchi beaucoup à ça ces derniers temps, concernant, exemple, la pénurie de médecins. OK, ben, justement, concernant cette situation-là à Clic Santé, OK, où est-ce qu'on avait des thérapeutes, si vous avez suivi un peu la conversation plus tôt cette semaine, où est-ce qu'on avait des thérapeutes, OK, qui ont été ben, suspendus, là, dont on a suspendu les services parce que ben, l'Ordre des psychologues et des travailleurs sociaux, entre autres, n'étaient pas contents que ces gens-là, non experts, se retrouvent à traiter des gens, OK, qui, ben, soi-disant, ben, dont les problèmes allaient au-delà de leurs compétences. OK? Donc, il y a une question à voir sur l'expertise dans cette situation-là. Mais un des problèmes, parce que là, on va se tourner vers ChatGPT pour l'expertise, mais un des problèmes, justement, c'est que, à mon avis, dans le domaine de la santé, entre autres, c'est que les gens sont pas assez responsables de leur santé. C'est qu'on a trop délégué le pouvoir de notre santé aux médecins. Docteur Maman, moi, je crois à ça, Docteur Maman. Que j'ai toujours cru à ça, Docteur Maman. Alors là, justement, avec ChatGPT, on est capable d'apprendre un certain nombre de choses. Je dis pas que ChatGPT, il a la réponse à tout, mais je vais vous donner un exemple. Je l'ai déjà raconté sur les médias sociaux, mais je vais le raconter encore. À un moment donné, j'ai fait une. Bon, là, je me rappellerai plus. OK, c'est une... attends un peu. Déséquilibre, oreille, étourdissement. Non, je sais pas si on va le trouver. Vertige positionnel paroxytique. Benin, vous m'excuserez de pas m'en être rappelé. OK, c'est que je me suis réveillée un soir, là, puis ça virait, là, comme si j'étais dans la grande roue. OK, ça faisait oui, oui, oui. Et là, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Là, j'étais allée à la salle de bain, j'ai comme vomi un peu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'étais bien inquiète de ça. J'étais vraiment, vraiment très étourdie. Là, qu'est-ce qui se passe? Hein, alors, vous voyez, c'est l'IA qui me l'a dit tout de suite en premier. Et là, moi, je peux pas conduire pour aller à l'urgence. Puis je sais pas, si c'est grave, qu'est-ce que j'ai? J'ai aucune idée de ce que j'ai. Fait que je me dis, avant d'aller à l'urgence, en ambulance, puis de payer 150 $ puis d'engorger une urgence, je vais demander à ChatGPT ce qu'il en pense. J'ai dit, il me dit, je pense que toi, c'est ce que tu as, c'est le vertige positionnel paroxytique bénin. OK, c'est quoi? Il m'explique? Ben, ça fait du sens. Excusez-moi l'anglicisme, on n'est pas supposé dire ça, ça fait du sens, mais ça fait du sens quand même ce qu'il dit. Ça a du bon sens. Je me dis, OK. Il m'explique qu'il y a une manipulation à faire, là, la manœuvre de e-play ou replay ou e-play, là. Il y a une manœuvre pour faire. OK, tourne ta tête, tourne ta tête. Ça a l'air vraiment ridicule, mais c'est une manœuvre qui rééquilibre, là, le liquide dans l'oreille ou je sais pas quoi, OK? Je suis pas une experte. Alors, ce que j'ai fait, j'avais la chance quand même d'avoir accès à une infirmière du CLSC à ce moment-là. Puis, j'ai attendu le lendemain. Ça m'a empêché de paniquer, OK? De dire, ben, je suis à l'article de la mort, je suis en train d'avoir un caillot au cerveau, je sais pas quoi. J'ai appelé l'infirmière le lendemain. J'ai dit, j'ai ça. ChatGPT m'a dit ça. Il m'a dit de faire ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, elle a dit, c'est ça. En fait, je pense que j'ai même pas dit que c'était ChatGPT parce que je voulais savoir ce qu'elle en pensait. Elle m'a dit que c'était ça. Elle m'a dit quoi faire, puis c'était la même chose que ChatGPT. Alors, oui, j'ai vérifié quand même, parce que avant de faire confiance à l'IA, je fais attention. Mais quand même, j'ai remarqué, j'irai pas jusqu'à faire confiance aveuglément à l'IA, mais j'ai remarqué quand même, OK, que souvent, ChatGPT nous niaise. Il y a ce qu'on appelle des hallucinations, ce que vous appelez des hallucinations. Quand il se fait niaiser, quand il se fait poser des questions dont on sait déjà la réponse, ou quand il se fait tester, là, il a tendance à nous dire un peu n'importe quoi. Quand tu penses qu'on peut trouver la réponse ailleurs sur Google, genre, pose-moi pas des questions que tu peux trouver les réponses sur Google. Mais quand c'est vraiment sérieux, la plupart du temps,
OK, je vous dis pas tout le temps, je vous dis pas, OK, quand c'est sérieux, il faut faire confiance à ChatGPT. Je suis pas en train de vous dire ça. Je suis en train de vous dire que souvent, quand c'est très sérieux, il n'y a pas vraiment de niaisage. Tu sais, il fait la part des choses, à mon avis, de ChatGPT, mais j'en reviens à la question des experts. OK, lâchez-moi avec les experts. Parce que j'ai cité récemment, il y avait Marie-France Bazot qui disait que ça prendrait plus d'experts à la radio, des lolologues, puis des scientificologues, puis des sociologues. OK, je pense qu'elle-même est sociologue, si je me trompe pas, Marie-France Bazot. Moi, je pense que dans la société, tout le monde a sa place. Les experts ont leur place. Les profs d'université avec des PhD ont leur place. Mais les gens qui ont des techniques, ils ont leur place. Les gens qui n'ont pas d'éducation, ils ont leur place. Docteur, maman, elle a sa place. Il y a un peu ça aussi dans la société, c'est que c'est rendu que les femmes travaillent, les femmes sont rendues des hommes. Il n'y a plus de femmes pour s'occuper des petites choses de la société. OK, comme bien des choses dont j'essaie de m'occuper, puis que je pourrais pas m'occuper si j'avais deux enfants, trois enfants, une job à temps plein, etc. Donc, des fois, juste s'occuper des choses en tant que bon être humain bienveillant, bah, ça peut faire la job aussi. OK, fait que des fois, quand on n'est pas un expert, on peut abuser, comme là, cette personne-là, hein, dont je vous parlais. Je trouve elle se pose elle-même en posture de parent dans ma sexualité, puis l'ingérence sexuelle, c'est une des choses qui m'énerve le plus au monde. Genre, laisse-moi vivre ma sexualité tranquille. OK? La frustration sexuelle, c'est bien quelque chose qui existe. Certainement que tout le monde l'a déjà vécu. OK? Donc, moi, j'ai déjà vécu de la frustration sexuelle. Puis, bah, il y avait un certain égocentrisme de la part du partenaire en question. Je me rappelle d'une situation en particulier. Puis, ça m'avait choqué. Il avait fallu que je gère ma frustration. Je me dis, mais là, je suis pas un enfant. Justement, j'y imposerai pas mon histoire, mais j'avais trouvé égoïste. Finalement, ça s'était bien résolu parce que j'ai été douce, patiente et que j'ai pas pogné les nerfs. OK? Mais ce que je veux dire, c'est que bah, il peut y avoir de la réelle frustration d'un besoin aussi là, dans la sexualité quand même. La sexualité, c'est d'abord l'intimité, c'est d'abord la relation. Fait qu'il y a quand même un aspect relationnel à la sexualité. Puis, bah, je me méfie quand même des gens qui se prétendent des experts, qui viennent me dire que c'est quoi ma sexualité, puis c'est quoi ci, puis c'est quoi ça. Vous allez dire, mais ça n'a pas rapport le troisième lien puis la sexualité. Oui, c'est le métadiscours qui m'intéresse sur la légitimité de l'expertise ou légitimité de la non-expertise. C'est ça la question que je pose à Patrick Lagacé, puis à Martin Drainville, à Bernard Drainville, excusez, je l'appelle souvent Martin Drainville, désolé. On sait que c'est pas la même personne. Puis, à tout le monde dans la société, dans le fond, qui se demande, ben, est-ce qu'il faut être psychologue pour aider quelqu'un? Hein? Puis là, pour moi, c'est un problème qui se pose vraiment dans la société aussi. C'est rendu que, ben, si t'es pas un psychologue, si t'es pas un travailleur social, tu peux pas aider quelqu'un. Ben, moi, je sais pas quoi. Faire appel à un expert. Tu sais, à un moment donné, il faut que les citoyens se responsabilisent. Puis je pense que l'IA peut ramener, peut ramener une certaine autonomie, une certaine responsabilité individuelle par rapport à la santé, puis par rapport à plein d'autres choses non plus aussi. OK, alors je vais pas rentrer dans l'histoire du troisième lien, là, pour les infrastructures, là, mais c'est ça qui fait en sorte que ben, à un moment donné, les experts, les experts, les experts, les experts, les experts, quand on en dépend de ces gens-là, ben, à un moment donné, on n'avance pas. À un moment donné, on fait rien. À un moment donné, on se déshumanise, on se déresponsabilise, on se, on se rend moins concerné par des situations qui devraient tous et toutes nous concerner. OK, même si on n'est pas un expert de la question. C'est comme la langue. OK? Tu peux être un linguiste, avoir un docteur en linguistique, puis avoir un tas de paquets de connaissances sur la langue, mais ça n'enlèvera jamais l'intuition du locuteur natif. Comprenez-vous? Un locuteur natif du français ou de l'anglais, peu importe, ben, c'est lui l'expert. Il a peut-être pas toute la théorie du langage, mais il parle le langage depuis qu'il est au monde. Donc, c'est quoi le locuteur? Donc, la langue, c'est une possession culturelle et sociale. OK? Puis ça appartient pas aux experts. La sexualité, ça appartient pas aux experts. Là, le troisième lien, ben, je vous laisse là-dessus parce que, comme je vous dis, j'ai pas approfondi ce sujet-là. Puis, c'est des affaires techniques, comme je vous ai dit, c'est pas des affaires sociales. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus les affaires psychologiques, sociales, identitaires, etc. Mais le troisième lien, ben, tu sais, en général, je suis toujours en faveur d'un transport, là, comment je pourrais dire, d'un transport en commun, OK, qui est respectueux de l'environnement, puis respectueux des budgets. Mais je pense que c'est un investissement aussi, comme le TGV de Toronto. Donc,
Ça peut être un investissement intelligent, mais il faut le faire intelligemment. En fait, c'est ça, en gros, je pense, dans toute chose dans la vie. OK? Mais voilà. OK, donc les experts, ben, elle, ce matin, qui vient nous dire ça, je suis restée perplexe. Comme je vous dis, c'est Facebook me l'a suggéré. Je suis allée voir son affaire, j'ai fait un commentaire, puis après, je suis allée voir sa page, puis là, j'ai vu, OK, ça fait partie des thérapeutes, OK, qui justifient, en fait, hein, des thérapeutes qui justifient ben, qu'on dise non. Tu sais, on mettra pas ces gens-là. Parce qu'à à mon avis, dans la vie, plus t'en sais, moins t'en sais. Plus tu connais quelque chose, moins tu connais quelque chose. Moi, au début, quand j'étudiais le rêve, par exemple, là, je connaissais bien des affaires, puis je comprenais bien des affaires. Puis après 10 ans, je comprenais plus rien. Plus j'en avais appris, moins j'étais sûre de mon affaire, moins la théorie du rêve m'était évidente. Et aujourd'hui encore, bah non. Je ne sais pas qui a raison. Et voilà, c'est pour ça qu'en terminant, ben, je m'en remets à Dieu parfois. Pas, c'est pas que je veux vous inciter à ça, puis que je veux être une gourou ou n'importe quoi, mais c'est que je veux dire que euh, on n'est pas Dieu. C'est ça que je veux dire. On n'est pas Dieu. Les experts sont pas Dieu. Les scientifiques sont pas Dieu. OK? Et ben, je vais finir avec une citation de la Bible. Je vais la lire en français, mais je l'ai aussi mis en anglais en premier. Hein? Puis c'est drôle parce que ce matin, j'ai envoyé un message, puis j'ai reçu un message automatique, OK, d'une personne à la Banque de Montréal en français à Chicoutimi. OK, puis on me répond avec un message automatique du système disant que la personne est en vacances. En anglais, en plus gros qu'en français. On n'est pas dans la loi 101, là. Il y avait un problème d'affichage un matin, là. Alors, moi, j'ai fait exprès hier de faire ça. Pourquoi j'ai fait exprès? Je me comprends, OK? Je me comprends dans cette situation-là. Mais normalement, j'aurais mis le français avant l'anglais de toute évidence. Mais lui, le gars de BMO, Chicoutimi, lui, son message de vacances, il vient en anglais en premier, puis plus gros qu'en français. Donc, je vais vous lire la citation en français. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. On parle de Jésus, hein, bien sûr. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Bon, alors voilà, c'est ce qui complète mon édition du Métajournal. Quand je pourrais dire, j'ai pas trouvé de titre à ça, mais ceci dit, moi je suis pas un expert de rien non plus. J'ai jamais fini mes études de maîtrise. Puis, j'ai un problème aussi en ce moment avec les gens qui pensent qu'ils ont le monopole de l'éthique, puis qui ont le monopole de la civilité, puis qui ont le monopole du respect. OK? Puis qui ont le monopole de la compréhension de c'est quoi la sexualité, puis c'est quoi la santé mentale. Le monde qui a le monopole de c'est quoi la santé mentale, les psychiatres dans les institutions, OK, qui pensent qu'ils savent mieux que les gens qui souffrent, c'est quoi la santé mentale, ben, j'ai un problème avec ça aussi. OK? Donc, un respect sceptique. Je vous pose la question. Vous, les experts, oui ou non? Bonne fin de semaine. J'ai plein de choses à faire. C'est pas les vacances.